Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. François Claus. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs en France et on vous a invité aujourd'hui parce qu'on a eu le chiffre ces derniers jours. Il est symbolique, mais il a le mérite de nous permettre de nous intéresser à ce statut et les questions qu'on se pose autour. Il y a pratiquement maintenant 1 million d'auto-entrepreneurs en France. Statut, rappelons-le, qui a été créé en 2009, qui est en train d'évoluer. À quoi attribuer ce succès faramineux ? Je crois que, tout simplement, ce régime a répondu à une vraie attente des Français. Les Français attendaient un régime qui leur permette d'entreprendre simplement, sans risque, et de manière quasiment gratuite au départ. C'est le grand intérêt du régime. Il faut préciser, 2 clics et on a le statut en 10 minutes, contrairement aux autres régimes où il fallait faire des avances d'argent. C'est beaucoup plus compliqué, il y a des avances d'argent à faire, il faut payer des frais d'inscription, il faut souvent passer un temps fou en démarches administratives. Là, on a simplifié les démarches, on a simplifié le fonctionnement des charges, on a simplifié la prise de risque et donc on a permis à un nombre de Français très important, plus d'1 million aujourd'hui, de se tester et donc de participer au développement économique de notre pays. Alors, est-ce que c'est pas un succès un peu en trompe-l'œil, parce qu'en regardant un peu finement les chiffres, on s'aperçoit que ce statut, il cache une réalité très diverse. Il y a des gens qui ne travaillent pas vraiment, c'est plutôt une deuxième activité. Il y a pas mal de retraités qui cherchent à donner un sens à leur vie et à retrouver un début de vie professionnelle. Est-ce que ce succès est pas un peu en trompe-l'œil ? Alors, le succès, on peut dire qu'il est plutôt très favorable sur la démarche de permettre à n'importe qui de créer une entreprise. Ça, c'est vraiment l'idée essentielle et c'est ça qu'on a voulu faire et c'est ça que les Français ont testé en 7 ans. Il y a effectivement 1 million de Français, donc ça fait beaucoup de profils. Ça fait beaucoup, c'est très hétérogène. Il y a effectivement des demandeurs d'emploi, des salariés, des retraités, des étudiants, des fonctionnaires. Et donc, on a du mal à avoir un profil type. L'auto-entrepreneur serait un homme de 40 ans qui gagne 20 000 euros par an. Maintenant, le principal enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que le régime de l'auto-entrepreneur permet à ceux qui veulent se lancer de tester une activité et ensuite de grandir. C'est là le vrai enseignement qu'il faut tirer. Accompagnons les auto-entrepreneurs, permettons-les de grandir. Il y en a qui ne franchiront jamais les plafonds. On peut rappeler que le régime est plafonné à 32 000 euros de chiffre d'affaires en service et 80 000 en achat-revente. Mais il y en a beaucoup d'autres qui franchiront, qui créeront des entreprises à plusieurs, qui salarieront, qui développeront, qui vendront à l'international, qui investiront. Et donc c'est ça le vrai succès. On met le pied à l'étrier. Tous ne vont pas à la même vitesse. Sur 1 million de Français, il y en a qui s'arrêteront à 10 ou 15 000, d'autres qui iront à 30, et puis certains qui iront à 200. Alors, c'est l'une des critiques récurrentes du côté, à commencer par le gouvernement, les syndicats en tout cas, et on l'a vu récemment avec des conflits un peu violents autour des chauffeurs de taxi. Est-ce que ce statut de salarié, ne fausse pas tout simplement des règles de concurrence ? On l'a vu avec Uberpop. Oui, alors le régime de l'auto-entrepreneur, il ne fausse pas les règles de concurrence. Le seul vrai enseignement du régime de l'auto-entrepreneur, c'est qu'il innove et qu'il casse un certain nombre de prérequis ou de blocages qu'on avait dans notre modèle économique au préalable. Aujourd'hui, le modèle salarié n'est plus le seul modèle pour entreprendre, pour créer, pour vivre, pour développer une activité. Et ça choque, ça touche beaucoup de gens qui sont restés sur un modèle un peu d'arrière-garde. Je suis désolé d'employer un terme un peu dur, mais un modèle où tout le monde devrait être salarié. Oui, mais ce que vous appelez l'arrière-garde, c'est aussi une certaine défense de l'emploi pérenne. Est-ce que ce statut-là n'est pas finalement une manière de masquer la vraie réalité qui est celle d'une précarisation de la vie professionnelle aujourd'hui, notamment pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail ? Je ne crois pas, si vous voulez. Quelle est la vraie précarité ? Est-ce que la vraie précarité, c'est le demandeur d'emploi, de chercher du travail pendant 2-3 ans et de galérer avec une expérience qui est quasi nulle parce que vous n'avez rien à prouver et vous n'avez rien à démontrer aux employeurs ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas de se prendre en main, de faire un effort, de se développer, de créer une activité, de commencer à exister par soi-même et puis finalement de gagner sa propre vie ? C'est ça le vrai challenge. C'est pas de savoir si les auto-entrepreneurs sont précaires parce qu'ils gagnent que 20 000 euros par an. Le vrai challenge, c'est est-ce que ce modèle a permis à beaucoup d'entre eux de se prendre en main et de sortir des contraintes, des situations dans lesquelles ils étaient au préalable, qui étaient finalement encore plus précaires et encore plus tristes en matière de développement à la fois économique et personnel. Alors on va solliciter nos auditeurs parce qu'évidemment c'est un sujet très grand public. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes dans le 18e arrondissement à Paris. Exactement. Et vous êtes donc un auto-entrepreneur.
Voilà. Alors moi je pense être dans une case assez particulière, c'est-à-dire que moi je viens de finir mes études d'architecture en fait, il y a maintenant 1 an, et que disons que le statut d'auto-entrepreneur m'a permis d'accéder à un travail dans une bonne agence parisienne. C'est-à-dire que pour moi j'entendais les réactions de Monsieur Leclerc. Pour moi, je pense que la précarité reste présente avec ce statut, mais moi disons que ça a permis à mon employeur de lui-même d'être assuré. C'est-à-dire qu'il n'a aucune obligation. Parce que lui, il ne voulait pas vous offrir un CDD ou un CDI. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est une case en plus, un passage en plus, comme il y a les stages, comme il y a des périodes d'essai. Pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, dans mon cas, sera un peu une case en plus. Voilà. Après le stage, on veut garder la personne, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas besoin d'engager quelqu'un, donc on prend un auto-entrepreneur. Après ça, je travaille tous les jours comme un autre salarié en fait. Donc moi, c'est vraiment je suis dans un cas, je pense, assez particulière. Et voilà pour ma situation. Donc je pense quand même que cette position, moi, me convient parce que je suis dans une bonne agence, donc ça me permet d'accéder à un réseau et beaucoup de connaissances. Mais dans d'autres cas, je ne sais pas si c'est tout aussi intéressant pour d'autres, à la présence du DDD ou du CDI. Merci pour votre témoignage, Benjamin. On est Grégoire Leclerc là au cœur de ce que vous évoquiez, de ce que ce statut d'auto-entrepreneur a généré en France ces dernières années là. Alors oui, on est au cœur mais là en fait on est carrément au cœur d'une problématique. Très clairement, la situation de ce monsieur, de Benjamin, n'est pas légale. Et je le dis parce que on fait beaucoup de critiques du régime de l'auto-entrepreneur concernant le salariat déguisé. L'auto-entrepreneur, c'est un indépendant. Il doit travailler pour son propre compte, avec ses propres clients et avec une véritable indépendance d'activité, une indépendance économique. La situation de Benjamin, elle est complètement contraire à la loi, elle est contraire au règlement, elle est contraire à tout ce qui peut exister et même à l'esprit du législateur. Il faut plusieurs clients, mais il peut avoir, lui, dans ses agences, il peut travailler et offrir ses prestations dans plusieurs clients. Et tel que c'est décrit là, c'est quand même très très sensible. Je pense qu'on est vraiment dans une situation de salariat déguisé, voire de requalification très très probable. La faute à qui? Aux entrepreneurs alors? Aux chefs d'entreprise? Oui, mais c'est d'abord la faute aux chefs d'entreprise. L'auto-entrepreneur, il n'a pas la capacité de négocier. Benjamin, il vient de finir ses études. Il est étudiant, il cherche une première expérience professionnelle. Effectivement, il a la précarité du demandeur d'emploi ou la précarité de ce premier job qui, normalement, aurait dû être un CDD. Et aujourd'hui, Benjamin est dans une situation forcée, puisque, effectivement, son employeur, qui est son employeur, en fait, aurait dû lui proposer un CDD et pas le régime de l'auto-entrepreneur. Nous luttons depuis toujours contre cette dérive. C'est une dérive. Je suis désolé de le dire, mais c'est une dérive. Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent extrêmement pratiques, notamment en ce qui concerne les droits au chômage. Est-ce qu'on perd ces droits au chômage lorsqu'on clique et qu'on s'institue auto-entrepreneur? Alors non, on ne perd pas ses droits au chômage, on peut cumuler les deux. Le dispositif est assez simple et assez bien connu par Pôle emploi, qui en général suit bien les démarches. En gros, pour être très, très synthétique, on cumule à la fois les allocations de retour à l'emploi et le revenu de l'auto-entreprise dans un certain plafond, et le reste est mis en réserve pour les mois suivants. Alors, autre question tout à fait pratique qui émane de Eric de Granville. Il nous demande quand va-t-on changer le mode de fonctionnement du RSI qui intervient dans le paiement des cotisations sociales du statut? Alors, le mode de fonctionnement du RSI est en train d'évoluer. Normalement, il y a une réforme qui est en place qui devrait rentrer en ligne de compte en 2016 pour faire en sorte que le RSI soit plus fluide dans la manière dont il prélève et dont il règle les différentes problématiques de maladie, maternité et retraite. Ceci dit, ne soyons pas trop difficiles avec le RSI. Les auto-entrepreneurs sont les mieux traités de tous les affiliés du RSI parce que notre modèle de cotisation après déclaration est quand même le plus fluide de tous. Alors, il y a eu quelques remaniements depuis janvier 2015, la fameuse réforme Plenel. Est-ce que finalement on va pas revenir à une forme d'usine à gaz déguisée, notamment en ce qui concerne les commerçants, en ce qui concerne les artisans, où de nouvelles contraintes ont été imposées? Tout à fait. Alors vous avez utilisé le terme totalement adéquat. La réforme Pinel, à notre grand regret et malgré tous les efforts que l'on a pu faire pour lutter contre cette réforme, va finir par aboutir à une usine à gaz. Oui, le stage préalable à l'installation pour les artisans, oui, l'immatriculation obligatoire pour un certain nombre de professions redeviennent des barrières à l'entrée coûteuses, difficiles en termes de temps, difficiles en termes de programmes, de contenu inadaptés, difficiles en termes d'accès à la création d'entreprise pour tous. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce, que la Fédération des auto-entrepreneurs dénonce depuis maintenant 6 mois. On a même publié un rapport de la loi Pinel qui démontre qu'il faut revenir d'urgence sur certaines de ces démarches. Alors, Grégoire Leclerc, est-ce que vous pouvez nous donner une petite
photographie aujourd'hui des tendances en termes de métiers qui sont en train de monter dans le statut d'auto-entrepreneur? Alors il y a, sans surprise, notamment le monde du transport avec les VTC. On a vu dans le dernier rapport de l'ACOS que les professions liées au transport étaient en forte hausse. De manière plus globale, en réalité... Il y avait le débat là, avec la loi Macron qui vient finalement d'être validée en partie par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne la libéralisation des autocars. Ce problème des déplacements est aujourd'hui à peu près au cœur de tous les débats sociétaux. Alors on a d'autres métiers très intéressants, comme notamment toutes les nouvelles activités qui touchent au numérique. Tout ce qui est développement d'applications, développement de community management, de jeux sociaux, d'accompagnement, développement, tout ce qui est nouveaux développeurs informaticiens, des technos qui sont très nouvelles. Il y a beaucoup de prestataires autour de ces milieux-là. Et puis il y a aussi tout ce qui touche à la santé, au monde associatif. On a pas mal de professions libérales qui se développent là-dessus, ou de nouvelles médecines. Donc c'est très intéressant. On voit émerger beaucoup de métiers. On est à plus de 350 métiers. Le statut accompagne également l'évolution de la société. Nous allons prendre une question de Jeanne qui nous appelle de Soulac. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors moi j'ai une amie qui est intermittente et qui envisage de passer en auto-entrepreneuse en complément de revenus. C'est-à-dire que pour une activité annexe, elle voudrait également déclarer un statut d'auto-entrepreneur. Est-ce qu'elle peut le faire et surtout vis-à-vis de Pôle emploi? Il va vous répondre tout de suite, Grégoire Leclerc, je rappelle président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Alors Jeanne pose une très bonne question. Dès lors que votre ami veut exercer une activité qui n'est pas une activité d'intermittent du spectacle, donc qui n'est pas liée aux activités réglementées du spectacle vivant, elle peut avoir une activité complémentaire en tant qu'auto-entrepreneur et elle devra le déclarer effectivement à Pôle emploi qui, là encore, fera un calcul assez savant entre ce qu'elle gagne déjà et ce qu'elle gagne avec l'auto-entreprise de manière à plafonner les indemnités qui sont versées dans le cadre des intermittents du spectacle. Mais c'est possible, faut le faire en amont avec Pôle emploi. C'est ça le plus important. Par rapport à toutes ces questions très pratiques que se posent les auditeurs, là, autant le statut, il est facile à acquérir. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler à une forme de plateforme et de moyens d'obtenir ces informations plus facilement que ça l'est aujourd'hui? On a l'impression qu'on se heurte de nouveau derrière à des barrières, à des carcans, lorsqu'on veut entrer dans le détail des choses. En fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit quand on a créé la Fédération des auto-entrepreneurs. Et on voit bien que le travail est énorme, la tâche est immense. D'ailleurs, on est nous-mêmes submergés par les questions. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous mettez la simplicité du côté du créateur, toute la complexité, elle est du côté de l'accompagnant. Elle est du côté de Pôle emploi, elle est du côté des chambres de commerce, des chambres de métiers, de l'URSSAF, de l'ACOS. Donc, elle est de ce côté-là, elle est du côté de la Fédé. Et effectivement, on a énormément de problématiques à régler, administratives, fiscales, sociales, juridiques, comptables, patrimoniales, autour de l'auto-entrepreneur. Alors les gens nous appellent, on donne des conseils, on essaye de faire en sorte que le régime soit simple, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui en France, on est encore dans un monde beaucoup trop complexe. 2 régimes sociaux, 3 caisses de retraite, des difficultés incroyables à accumuler les différentes caisses maladie, maternité, santé, retraite, prévoyance. On vit quand même dans C'est aussi un modèle social qui est lié à une forme d'histoire à la française et que certains nous envient aussi également. Quand on cite par exemple l'Angleterre, où effectivement il est très facile de s'engager dans le boulot, il y a énormément d'Anglais qui viennent se faire soigner en France aussi. Et il y a donc des formes d'équilibre vraisemblablement à trouver. En tout cas, Grégoire Leclerc, merci d'être venu répondre aussi précisément à nos auditeurs et aux questions qu'on se pose sur ce statut d'auto-entrepreneur. Je rappelle, 1 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. À bientôt. À bientôt.